Puisque l'année 2023 vient de se terminer, il peut être intéressant pour comprendre l'évolution de la littérature de la comparer à sa consoeur d'il y a un siècle, l'année 1923. La première chose frappante, c'est le paradoxe qui marque cette évolution. On n'a jamais vendu, lu, édité ou écrit autant de livres qu'aujourd'hui. Et pourtant, jamais la littérature n'a tenu une place aussi réduite dans nos existences. Pour élucider cette contradiction, il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'est la littérature et de discerner à quel besoin fondamental elle répond. Les premiers écrits dont on a retrouvé la trace quelque part en Irak et qui remontent à quelques 5000 ans sont des écrits comptables. L'écriture est née d'un premier besoin, celui de projeter et de fixer dans la matière une partie de notre mémoire pour la rendre plus vaste et plus sûre. Au fil des siècles, l'écriture est devenue le vecteur naturel de la langue. Elle est devenue l'outil qui nous a permis de donner une forme matérielle, durable et tangible à nos idées, qui sont par nature immatérielles, limitées dans le temps et intangibles. La langue a certainement suivi un cheminement similaire. Elle nous a d'abord été utile à une échelle usuelle, pratique, avant de s'étendre à tous les domaines du réel, notamment, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, au versant invisible de la réalité. Car l'homme est cette créature qui a voulu tout nommer, tout ce qu'il voyait, mais aussi tout ce qu'il ne voyait pas. C'est de ce deuxième versant, le versant de l'invisible, toute cette partie du langage qui nous sert à évoquer les idées, les sentiments, les concepts et les émotions, qu'est né ce domaine qu'on appelle aujourd'hui la littérature. Les romans, les essais et avant cela, les gestes médiévaux et les textes religieux, métaphysiques ou mythologiques circonscrivent donc l'usage de la langue et sa fixation dans la matière au moyen de l'écriture à son usage le plus spécialisé et le plus sophistiqué. Trier, extraire du réel les idées les meilleures, les plus belles et les plus vraies. Pour le dire autrement, filtrer les milliards d'événements qui composent l'expérience de l'humanité jusqu'à en retenir uniquement l'ultime essence, celle qui mérite d'être racontée. On a coutume de considérer que l'homme est passé de la préhistoire à l'histoire quand il a appris à écrire, ce qui voudrait dire que l'homme s'est définitivement coupé de son lien purement animal avec la nature le jour où il s'est mis à raconter sa propre histoire à une échelle temporelle plus grande que celle de sa propre vie. Cette capacité à penser au-delà de la durée d'une seule existence est en effet sans conteste celle qui, entre toutes, a façonné notre expérience en tant qu'espèce. Or, nous utilisons le même mot, histoire, pour définir les récits inventés par l'homme et le récit de l'aventure humaine. Seule une majuscule différencie à l'écrit les deux acceptions de ce terme. C'est parce que si l'écriture est née d'un premier besoin, celui d'améliorer notre mémoire, la littérature est née d'un deuxième besoin, raconter les choses. En effet, raconter les choses, c'est leur donner une forme organisée et captivante, en un mot, dramatique, ce qui va nous permettre d'une part de les comprendre et d'autre part de les retenir. On peut bien sûr s'efforcer de comprendre et de retenir par cœur la notice technique d'un rasoir sans fil, mais c'est une démarche qui n'est pas naturelle pour l'esprit et qui nous demandera un effort lui-même conditionné à une motivation extérieure. À l'inverse, il est presque impossible d'oublier une histoire qui nous a plu, et la notion même d'effort n'a ici aucun sens. Nous laissons simplement notre esprit suivre son inclinaison naturelle. Mais alors, et pour revenir à notre propos initial, comment l'homme du XXIe siècle aurait-il pu perdre son intérêt pour la littérature si elle est bien ce que nous venons de dire, à savoir l'outil qui répond à notre besoin primordial de raconter, c'est-à-dire d'organiser la réalité dont nous faisons l'expérience? La réponse est évidente. L'homme d'aujourd'hui comme celui d'hier veut toujours qu'on lui raconte des histoires. Ce qui a changé, c'est qu'il ne veut plus les lire. Il n'est pas question de nier qu'il existe aujourd'hui quantité d'auteurs importants et qui rencontrent un grand succès. Pourtant, leur influence est infime, ou, s'ils exercent une influence, c'est moins par le biais de leurs livres que par celui des adaptations cinématographiques
qui en sont tirés. Pourtant, cinéma et littérature sont deux formes d'art qui ont su coexister sans que l'un s'exerce au détriment de l'autre pendant des décennies. En réalité, le problème ne concerne pas l'évolution de la forme des médias artistiques, mais plutôt leur totalisation à travers Internet. Internet est devenu la source médiatique par excellence, mais loin d'être seulement un distributeur de médias, Internet, par la logique de son référencement, a progressivement imposé la forme des médias qu'il distribue. Aujourd'hui, pour être visible, une œuvre d'art doit se plier au format qu'Internet lui impose. Et le livre est par excellence le média artistique qui est le moins capable de cette contorsion. À l'inverse, les réseaux sociaux favorisent une nouvelle forme de récit, le récit personnel. Nous sommes tous invités à faire de nos vies une histoire qui se racontera à travers les photos, les opinions et plus généralement toutes les informations que nous partagerons sur ces réseaux. L'information, essentiellement politique et sociale, est également devenue un récit à part entière, assumé comme tel par ceux qui la présentent et qui captivent les foules. Un récit dont l'importance est si grande qu'elle est l'enjeu numéro 1 de nos dirigeants, car contrôler ce récit est devenu la condition nécessaire à l'exercice du pouvoir. Dans ce contexte, il est difficile d'imaginer comment un livre, un simple livre, pourrait avoir aujourd'hui sur notre société l'impact qu'ont pu avoir des œuvres littéraires par le passé. Quel bilan peut-on donc faire sur l'état de la littérature en 2023 ? Malheureusement, aucun. La question même est sans objet. Encore une fois, il ne s'agit pas de dénigrer le travail des auteurs contemporains, mais écrire un livre de nos jours, c'est pratiquer une langue morte. C'est une langue que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup parlent encore, mais elle n'en est pas moins morte. Il est difficile de ne pas s'en attrister quand on aime cette langue et qu'on vénère les merveilles qu'elle a produites. Mais il faut faire l'effort de croire que les nouvelles technologies, même si elles sont pour l'instant peu fécondes en beauté, pourront un jour s'élever au rang de langage noble et permettre ainsi à des hommes d'exprimer leur expérience du versant invisible de l'existence sous une forme nouvelle et inédite. L'art de raconter les histoires connaît des modes. Celle de notre 21e siècle, c'est l'efficacité. Plus un récit est efficace, comprenez, qui demande le moins d'investissement possible au spectateur pour un maximum de satisfaction immédiate, plus il sera plébiscité. Monumentale erreur. On a vu ainsi apparaître de nouveaux standards qui ont progressivement défini une nouvelle forme académique. La culture classique, la mythologie, la Bible, les contes et légendes, tout ce qui constituait jadis le socle de référence commune aux écrivains, aux peintres, aux sculpteurs, aux architectes et aux musiciens, est désormais remplacé par Star Wars, Dragon Ball Z ou Harry Potter. Mais si cette nouvelle académie semble s'établir aux dépens de l'ancienne, c'est moins parce qu'elle s'y oppose que parce qu'elle en est le résultat malheureux. En effet, après la Première Guerre mondiale, l'Europe a perdu foi dans son propre récit. Jusqu'en 1914, une confiance inébranlable dans les valeurs issues de la Grèce antique anime les artistes et les intellectuels. Ces valeurs peuvent se résumer de manière très simple. Ce qui est vrai est forcément beau. Ce qui est beau est forcément bon. Ce qui est bon est forcément vrai. Beauté, bonté et vérité sont les trois faces, interchangeables selon le point de vue que l'on adopte, d'une seule et même chose, la transcendance. La transcendance, c'est cette expérience à la fois si commune et si exceptionnelle que nous faisons lorsque nous accordons aux idées une importance aussi grande qu'à l'aspect matériel et mesurable du monde. C'est quand nous croyons autant à l'invisible qu'au visible. L'amour, l'amitié, la religion ou la politique nous en donnent de bons exemples. Il s'agit là d'idées, mais dont l'importance est si grande que nous composons avec, au point d'être parfois prêts à mourir pour elles, quand elles ne sont pas, au contraire, notre raison de vivre. Jusqu'en 1914, si les artistes pouvaient parfois s'interroger sur la manière d'exercer leur art, comme le firent par exemple les impressionnistes ou les romantiques en remettant en cause les canons académiques de leur temps, ils ne ressentaient par contre jamais le besoin de questionner la raison d'être de leur art. Aux yeux des artistes d'avant-guerre, l'art, en imitant la nature, a pour unique mission d'exprimer la beauté
et donc la vérité du monde, telle qu'elle se révèle à l'homme lorsqu'il porte son regard sur elle. Jusqu'en 1914, l'idée principale qui sous-tend l'exercice de l'art, c'est que la beauté est objective. Et c'est cette foi dans le caractère objectif de la beauté qui a donné au continent européen cette unité esthétique unique au monde. Quelle que soit la capitale européenne que vous choisissiez de visiter, vous y retrouverez le même langage formel fondamental. L'architecture, le statuaire, l'art dramatique, la musique ou la littérature, bien qu'ils s'expriment en obéissant naturellement à des tendances nationales, présentent une homogénéité remarquable. C'est que, encore une fois, cette époque percevait la beauté non pas comme procédant du goût de chacun, mais comme le résultat d'une science aussi exacte que peuvent prétendre l'être la physique ou les mathématiques. Mais la Première Guerre mondiale va faire vaciller cette certitude et ouvrir une brèche dans l'inconscient des artistes. Comment être sûr de quoi que ce soit quand votre pays a pu plonger dans une folie meurtrière d'une telle ampleur et d'une telle durée? Comment croire que l'on détient la vérité, et donc la beauté, et donc la bonté, quand on a pu se fourvoyer au point de pulvériser des nations millénaires et de tuer presque un quart de ces populations, sans autre résultat que l'appauvrissement et l'humiliation des peuples? La foi qui les avait portés et qui leur avait permis de réaliser tant de chefs-d'œuvre devint soudain une arme potentiellement terrible qui leur faisait peur. Au cours du XXe siècle, tous les arts vont donc traverser une sorte de crise existentielle. Cette fois-ci, ce n'est plus la manière d'exercer son art qui est remise en cause, mais bien la nature même de l'art. Ainsi va naître par exemple la musique atonale ou dodécaphonique, qui réfute la notion de tonalité. La tonalité, pour le dire très approximativement, c'est le système qui rend l'enchaînement des sons harmonieux et plaisant aux oreilles de l'homme. Sortir de ce système, c'est rompre le lien qui unit naturellement le compositeur et l'auditeur, car l'oreille humaine et le cerveau sont physiquement conçus pour reconnaître et pour aimer la tonalité. Ainsi va naître également la peinture abstraite, qui produira des images qui ne représentent plus le réel, rompant, encore une fois, le lien entre l'artiste et son spectateur. Ainsi, des auteurs en viendront même, un peu plus tard, à écrire des livres de fiction qui refusent de raconter des histoires. Une musique qui ne peut plus être entendue, des images qui ne peuvent plus être vues, et des histoires qui ne peuvent plus être comprises. Voilà le produit de cette rupture, entraînée par ce premier conflit mondial. Toutefois, ces mouvements se heurtent systématiquement à l'incompréhension du grand public. Et il est intéressant de remarquer la chose suivante. Même si personne n'en écoute, même si ce langage n'a au grand jamais su retenir l'attention populaire, la musique dodécaphonique est toujours à la mode dans les cercles élitistes des compositeurs de musique, et il est toujours de bon ton, de nos jours, d'écrire dans ce style. La peinture abstraite ne s'est jamais aussi bien vendue et les musées du monde entier en exposent. Là encore, il est aujourd'hui beaucoup mieux vu de produire de la peinture abstraite plutôt que figurative. Notons, cependant, que les gens qui achètent ce genre d'œuvres les mettent généralement dans des coffres forts plutôt que sur les murs de leur salon. À l'inverse, les livres qui ne racontent pas d'histoire n'ont laissé quasiment aucune trace. Peut-être parce que, s'il est facile de regarder un tableau sans le voir, s'il est possible d'entendre de la musique sans l'écouter, il est par contre très difficile, voire impossible, de se plonger dans une histoire qui ne raconte rien. Car si l'on peut penser à autre chose devant un tableau ou assis dans une salle de concert, c'est impossible quand on lit une histoire. En 1923, ces mouvements qui cherchent à bouleverser la nature même de l'art en lui refusant le droit à la représentation et à la signification sont en plein essor. Mais si certains artistes se vouent à cette cause sans partage, d'autres, sans rejeter complètement cette approche nouvelle, restent les serviteurs de l'ancienne manière. Certains d'entre eux ont même su opérer une synthèse extraordinaire entre le classicisme des siècles précédents et l'iconoclastie prônée par le siècle nouveau. Et comme nous allons le voir, ces artistes qui, en un sens, tendent un pont entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité, ont tous adopté une démarche similaire. Commençons par Jean Cocteau. Né en 1889, Jean Cocteau est un enfant du XIXe siècle.
Il puise dans ce siècle qu'il a vu naître un rapport à la culture et à la création très ancré dans la tradition. Au sortir de ses études, il a fait, comme on dit alors, ses humanités, ce qui veut dire qu'il a intégré l'ensemble des références issues de la culture classique. Mais très rapidement, l'intérêt de Cocteau va se porter sur les mouvements avant-gardistes qui naissent dans ce premier tiers du XXe siècle. Il fréquente les milieux surréalistes, les artistes cubistes, et recherche avec eux les moyens d'échapper à une forme devenue trop traditionnelle, à une forme justement qui appartient au passé. En 1923, Cocteau publie justement Thomas l'imposteur. C'est, à peu de choses près, son premier écrit en prose, car il n'a jusqu'alors publié que de la poésie. Or, cette évolution nous dit déjà quelque chose d'essentiel sur sa démarche. Cocteau est un poète. Toute son œuvre va dans le sens de cette quête étroite qu'est la parole poétique, la recherche de la nuance, du sens que l'on fait deviner sans jamais l'expliciter, le jeu avec les mots pour leur faire dire ce qu'ils refusent de révéler dans la langue de tous les jours. Mais, au XXe siècle, le poète ne peut plus se contenter d'écrire des vers, et Cocteau passera sa vie à renouveler les médias qui lui permettront d'exprimer sa vision poétique du monde. Un peu comme les peintres impressionnistes avant lui, qui étaient sortis de leurs ateliers, qui avaient renoncé à peindre des princes pour peindre des paysans, qui, en un mot, avaient pour volonté de chercher la vérité partout, et pas seulement là où l'Académie recommandait de le faire, Cocteau va briser le cadre classique de la poésie. À partir de 1923 et jusqu'à la fin de sa vie, il s'affranchira de tout souci de forme. Qu'importe à ses yeux que sa pensée s'exprime sous forme de vers, de prose, de théâtre, de dessin ou de film. Ce qui compte, c'est que la beauté s'épanouisse, et pour cela, n'importe quel média peut faire l'affaire. De l'ancien monde, duquel il est issu, il garde une puissance classique et une volonté d'universalité qui permet à son œuvre d'être encore lue et appréciée de nos jours. Du nouveau, il retient la possibilité d'une liberté infinie quant à la forme, mais sans pour autant jamais lui sacrifier le fond. 1923, c'est aussi l'année où Radiguet, jeune homme découvert par Cocteau, publie son fameux roman « Le diable au corps ». Ce récit est un exemple parfait de la démarche de Cocteau, qui consiste à garder le meilleur des deux mondes, l'ancien et le nouveau. Mais Radiguet, lui, inverse le processus. Là où Cocteau révolutionne la forme et préserve le fond, Radiguet fait le contraire. La forme de son roman est absolument classique, mais le fond, lui, en traitant l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle, brise toutes les conventions d'alors. Admirons l'intelligence de Cocteau, qui sut reconnaître chez son jeune confrère non pas un rival, mais un frère, dont il a d'ailleurs tout fait pour promouvoir le travail. Un autre grand ami de Cocteau, c'est Sacha Guitry. Écoutons Cocteau évoquer le souvenir de cette amitié fabuleuse. 10 ans et 10 minutes, c'est à cette phrase que je songe lorsque je ferme les yeux et que je me retrouve dans cette rue d'Anjou de notre jeunesse où nous habitions côte à côte. En une nuit, tu exécutais le travail de dramaturge qui coûterait 1001 nuits de travail à un autre, et non par facilité, mais grâce à cette aisance divine qu'on a vite fait de confondre avec elle. Car le beau possède un air de chance désinvolte, un air facile et vif que ne possède jamais la fausse gravité qui trompe souvent son monde. Il me serait impossible de me rappeler notre première rencontre. Ne te semble-t-il pas que nous nous sommes toujours connus ? Sacha était fait pour la chance. Il ne put supporter les blessures profondes qui lui vinrent des résistants de la dernière heure. L'ombre de la malchance le tua. Je l'aimais, et comme sa mort n'est qu'une coulisse où il se cache, je vais l'y rejoindre très souvent. Sacha Guitry fut sans aucun doute l'auteur dramatique le plus important de son temps. Chacune de ses pièces fut un triomphe. Son théâtre était traduit dans des dizaines de langues, et partout dans le monde, il était reçu comme l'ambassadeur par excellence de la culture, du goût et de l'esprit français. Il aura fallu toute la médiocrité et la méchanceté jalouse des intellectuels d'après la Deuxième Guerre mondiale pour faire disparaître son nom des livres d'histoire, sûrement parce que son voisinage aurait mis en lumière la nullité qu'on prétendit alors lui substituer.
Mais voici ce que ses contemporains eurent l'occasion de dire à son propos. « Mon cher Sacha, je vous embrasse avec je ne sais quelle fierté. » Jules Renard. « Mon cher Sacha, je vous devrai le funeste présent de l'immortalité. De tous les papiers que j'ai barbouillés dans ma vie, ce feuillet seul traversera les âges. Qu'il porte à la postérité la plus reculée le témoignage de l'estime et de l'amitié que j'ai pour vous. Anatole France. À Sacha Guitry, en témoignage d'une affection qui ne peut plus augmenter et d'une admiration qui ne cesse de s'accroître. Tristan Bernard. Jamais on ne célébrera assez Monsieur Sacha Guitry comme auteur dramatique. Il a tous les dons, la facilité, la langue, le naturel, l'invention, la vérité, le renouvellement, la fertilité, la clarté, la sensibilité, l'invention, l'émotion et l'esprit. L'esprit par-dessus tout. L'esprit sans lequel l'intelligence n'est qu'une chose pédante, lente et monotone. Il a aussi ce mérite et cette sagesse de ne jamais sacrifier à l'actualité, de ne jamais s'occuper de la chose publique, ni de ces questions dites sérieuses dont on nous rabat les oreilles, de ne jamais viser ni aux moralistes, ni aux pédagogues. Monsieur Sacha Guitry est le premier auteur dramatique d'aujourd'hui. Paul Léoto. À Sacha, qu'on aime et qu'il faut aimer. Anatole France encore. À Sacha Guitry, mon ami est le seul auteur dramatique de ce temps. Octave Mirbeau. Comme il le raconte lui-même, Guitry est devenu auteur dramatique presque par hasard, et sa motivation était davantage de plaire à son père, l'illustre comédien Lucien Guitry, alors aussi connu et respecté que Sarah Bernard, que de créer des chefs-d'œuvre. Mais, peut-être à cause de cela, il atteint dès ses premières pièces un état de grâce dramatique. En 1905, sa pièce Nono, la première qu'il ait terminée et fait représenter, déroge à toutes les règles, mais sans jamais pour autant manquer à aucune loi théâtrale. Le ton est d'une liberté totale, mais la langue qu'il utilise est ciselée à la manière des grands maîtres du passé. L'humeur est légère, les bons mots fusent à chaque réplique, mais pour autant, le message qu'il nous transmet est d'une profondeur stupéfiante de la part d'un auteur d'à peine 20 ans. La forme, enfin, si elle semble s'apparenter au théâtre de boulevard mis à l'honneur par son ami et prédécesseur Feydeau, échappe en réalité à toute comparaison. Nul auteur ne fut si immédiatement original et complet. Son grand maître, c'est Molière. Et ces deux dramaturges ont en effet un point commun remarquable. Ils sont devenus intemporels parce qu'ils ont d'abord été pleinement de leur temps. La langue de Molière est celle de son siècle. On ne peut pas lire l'Avare et penser que cette pièce a été écrite au XXe siècle. Il en va de même pour Guitry. Sa langue est celle de son temps. Elle est pleine de tournures et d'idiomatismes typiquement parisiens qui la rendent aujourd'hui délicieusement surannée. Mais malgré cela, ou justement à cause de cela, Molière et Guitry sont toujours joués de nos jours et leur théâtre semble ne jamais devoir vieillir. Guitry, qui cite volontiers Voltaire et Rousseau, est pourtant un écrivain dont l'œuvre est totalement imprégnée par son époque. Mais de cette époque, il ne retient ni les modes, ni les courants artistiques. Ce qu'il retient, en revanche, c'est la liberté, et même la libéralité que cette époque autorise. Lui aussi, comme Cocteau, va s'affranchir de la forme classique du théâtre pour laisser libre cours à sa fantaisie, qui est totale, et dont il fait la valeur première de l'existence. Pièces en un acte, pièces dans lesquelles les personnages s'adressent aux spectateurs, pièces qui commencent dans la salle pour se prolonger sur scène. L'imagination de Guitry ne connaît, ou plutôt ne s'impose, aucune limite. Mais ce jaillissement de fantaisie reste toujours sous-tendu par les influences d'avant-guerre qui l'ont façonné. Et de ces influences, il retient une chose, et une seule. L'art est au service de la beauté. Rien ne peut être artistiquement valable qui ne vise d'abord la beauté. Comme Cocteau, Guitry va s'épanouir dans l'utilisation de nombreux médias, et il sera, avec un talent égal, dessinateur, cinéaste, moraliste ou conférencier. En 1923, Guitry publie et fait jouer pas moins de 4 pièces. La première, un sujet de roman, est un drame réaliste. La seconde,
une comédie musicale, L'amour masqué. La troisième est un pur boulevard, Le lion et la poule. Et la dernière, une comédie plus amère, L'accroche-cœur. Cette diversité de styles illustre bien la liberté que s'accordait Guitry quand il concevait ses œuvres. Notons encore que tout au long de sa production, il ne cessa jamais de rendre hommage aux artistes du passé qui représentaient selon lui le socle de la tradition picturale, littéraire ou politique de la France et des artistes français. Une approche résolument moderne dans la forme, mais toujours soumise à la lumière de la tradition dont elle reste issue. L'autre grand auteur dramatique populaire du XXe siècle, c'est Marcel Pagnol. Né en 1895, il est plus jeune que Guitry, de 10 ans. Comme Cocteau et comme Guitry, il est un pur produit du XIXe siècle, dans lequel il puise sa culture et son érudition. Mais chez lui, la dualité entre la tradition et la modernité sera plus qu'un moteur souterrain. Elle sera le thème majeur de son œuvre, et pour cause, elle définit la nature même de cet auteur. Pagnol grandit entre la ville et la campagne. À la fin de sa vie, il publie ses souvenirs d'enfance, dont tout le monde connaît les 2 premiers tomes, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Dans ses mémoires, Pagnol se fait le chantre de la Provence sauvage et de ses habitants dont la sagesse, issue de leur profonde relation à la nature, nous est présentée comme le pendant de la folie liée au progrès, et son expression la plus frappante d'alors, les grandes villes. Pourtant, c'est à Paris qu'il va se faire un nom, et son immense succès populaire sera conquis grâce au moyen le plus moderne qui se puisse alors concevoir, le cinéma. Mais en 1923, Marcel Pagnol est encore un parfait inconnu. À la faveur de la crise économique d'après-guerre, il a été nommé professeur d'anglais au lycée Condorcet, à Paris. Et cette ville et l'ambiance qui y règne vont changer du tout au tout sa manière de concevoir son art. Écoutons-le évoquer ce souvenir. À cette époque, je composais des poèmes et je travaillais à des tragédies, en vers bien entendu, qui mettaient en scène les amours du poète Catulle ou le séjour d'Ulysse chez le père de Nausicaa. Paris, que j'imaginais comme une fourmilière sous la pluie, me faisait peur. J'eus la chance de retrouver à Paris Paul Nivois. Il avait dirigé à Marseille un hebdomadaire de théâtre intitulé Spectator. La ville de Marseille a peu de soucis littéraires, et ses intellectuels ne lisent guère que les journaux de la capitale. C'est pourquoi Spectator fut un jour foudroyé par une thrombose dans sa trésorerie, et Nivois, monté à Paris, était entré à Comédia en qualité de rédacteur. Grâce à l'amitié de Nivois, je fus admis à pénétrer dans la salle de rédaction. Chaque soir, en sortant de Condorcet, j'allais y passer 1 heure. C'est là que je fis connaissance d'une équipe de jeunes journalistes qui devinrent bientôt mes amis. J'y rencontrai aussi des écrivains déjà connus. Et c'est ainsi que je pénétrai dans un milieu de gens modernes et joyeux, au cœur même de la vie théâtrale. Le ton et la couleur de ce milieu n'avaient rien d'universitaire. Je commençais bientôt à douter de l'intérêt de mes tragédies grecques ou romaines, et je proposai à Nivois d'unir nos efforts pour composer un vaudeville. Cet ouvrage, promptement terminé, s'intitula Tonton. Nous l'avions écrit en poussant de grands éclats de rire, mais lorsque je relus le manuscrit, je fus consterné par la banalité et la vulgarité de ces dialogues, car, en véritable universitaire, je les estimais par rapport à Marivaux, Beaumarchais ou Alfred de Musset. Les démarches de Nivois auprès des directeurs parisiens n'ayant eu aucun succès, il alla voir Franck, qui dirigeait alors les 2 théâtres de Marseille, et obtint un tour aux Variétés, c'est-à-dire que Franck, par amitié pure, décida de prolonger sa saison du 15 au 30 juillet pour la création de Tonton. Ce premier contact avec le métier devait avoir sur ma carrière une influence décisive. Tout écrivain se souvient du jour où, pour la première fois, il vit sa prose ou ses vers imprimés. La fierté qu'il ressentit ce jour-là n'est que peu de chose auprès de celle de l'auteur qui entend dire ses répliques et qui voit vivre ses personnages. Il en tire aussitôt de très précieuses leçons, dont la première est la condamnation définitive du style littéraire. Car il entend ses plus jolies phrases tomber à plat, sur la scène, du mauvais côté de la rampe. Je déclarai aussitôt à Nivois qu'il fallait écrire une autre pièce, mais qui marqua plus d'ambition. Pagnol,
dont l'ambition initiale est d'écrire des tragédies en vers, honorant ainsi les auteurs grecs et latins dont il est féru en sortant de ses études, découvre à Paris un monde neuf. En arrivant à la capitale, il pénètre littéralement dans le monde d'après-guerre, le XXe siècle. Et comme il le raconte lui-même, passé une première réaction de mépris hautain, il va s'emparer de cette modernité et mouler son style dans ce nouvel écrin. La pièce qu'il s'apprête à écrire avec son ami s'appelle « Les marchands de gloire ». Elle n'aura pas le succès public qu'il espérait, mais elle va l'aider à se faire connaître des directeurs de théâtre. Théâtre qui, à l'époque, sont les meilleurs tremplins pour accéder à la célébrité. La pièce qui va lui apporter le succès s'appelle Topaz, et elle sera créée quelques années plus tard, en 1927. Le sujet est en quelque sorte une métaphore de la propre expérience de l'auteur. Un professeur d'une naïveté extraordinaire se voit entraîné malgré lui dans des affaires illégales. Quand il découvre la vérité, et alors qu'il attend, avec une résignation de saint, le châtiment inévitable et mérité de la justice, il est décoré des palmes académiques. Au final, éclairé par cette révélation, le pauvre professeur naïf se transforme en un redoutable homme d'affaires au cynisme implacable. C'est là l'histoire de Pagnol lui-même, qui, après s'être rêvé en tragédien hérité de Rostand, marseillais comme lui, et de son Cyrano de Bergerac, sera l'un des premiers à adapter ses pièces au cinéma, ce qui lui rapportera une fortune et le placera à la tête de l'un des premiers véritables empires de la production cinématographique. Parce que j'ai de l'argent. Mais encore une fois, s'il embrasse les formes de la modernité, c'est pour mieux transmettre les valeurs issues de l'ancien monde et qui ont forgé son tempérament d'écrivain et de dramaturge. De ce point de vue, son succès populaire s'explique parfaitement. Ses pièces, ses films et ses romans sont construits de manière très classique et s'appuient très formellement sur la logique aristotélicienne du récit. Des bases dramatiques solides et éprouvées, mais appliquées à des sujets modernes qu'aucun auteur d'avant-guerre n'aurait songé à traiter. Même remarque pour le style de l'auteur. Chaque phrase est ciselée comme un diamant, chaque mot y a sa place et sa place seulement. La grammaire et la syntaxe sont maîtrisées à un point tel que d'une virgule ou d'un simple alinéa, il parvient à tirer un effet dramatique qui nous fera sourire ou pleurer. Une langue hautement littéraire, d'une pureté absolue, mais qui sonne pourtant le plus naturellement du monde à nos oreilles. C'est tout l'art de Pagnol que de parvenir à nous faire goûter avec une facilité moderne la richesse et l'exigence de la langue du passé. Un autre immense auteur qui, comme ceux que nous venons d'évoquer, a exprimé son art au travers d'une grande variété de médias, c'est Colette. Colette qui, justement en 1923, vient d'échapper à l'emprise de son ex-mari, Willy, son aîné de plus de 40 ans, et récupère les droits d'une série de livres qu'elle a co-signés avec lui, mais qu'elle a écrit seule, ou presque, la série des Claudines. Née en 1873, Colette a 50 ans en 1923. Elle a été romancière, journaliste, critique, danseuse, dramaturge, actrice. Au cours de sa carrière, elle s'est forgée une image double. D'une part, celle d'une femme libre, audacieuse, sulfureuse même, qui ose danser nue sur les scènes parisiennes et qui n'hésite pas à s'afficher publiquement avec d'autres femmes. Mais d'autre part, son image est aussi celle d'un écrivain qui manie la langue avec un goût, une originalité et un savoir-faire d'une sûreté absolue qu'aucun de ses confrères ne peut prétendre égaler. Son style est unique, d'une beauté envoûtante, incomparable et inimitable. Voici quelques lignes choisies presque au hasard. Je suis occupé à la regarder, et j'aperçois vite une des plus réelles raisons de son charme. Tous ses gestes, volte des hanches, flexion de la nuque, vif haussement d'un bras vers la chevelure, balancement orbiculaire de la taille assise, trace des courbes si voisines du cercle que je lis le dessin, anneaux entrelacés, spirale parfaite des coquilles marines qu'ont laissé, écrits dans l'air, ces mouvements doux. Ses yeux, à cils longs, d'un gris ambré et variable, semblent plus foncés sous les cheveux d'or légers, ondés et verdissants. Une robe de panne noire, coupe sobre, étoffe trop riche, colle à ses hanches rondes et mobiles,
à la taille mince et pourtant non serrée, une toute petite étoile de diamant, tête d'une longue épingle, brille dans les Amazones du chapeau. Hors du manchon de renard, elle m'a tendu une menotte rapide et chaude, et son regard fait le tour de moi. Ne va-t-elle pas parler avec un accent étranger? Je ne sais pourquoi, malgré la robe correcte, l'absence de bijoux et même de sautoir, je la trouve un peu rasta. Elle a des yeux qui ne sont pas d'ici. Elle parle, écoutons. Eh bien, elle parle sans le moindre accent. Comme on est bête de s'imaginer des choses. Sa bouche fraîche, étroite au repos, devient en s'ouvrant tentante et fleurie. Tout de suite, elle effeuille des amabilités. Je suis très contente de vous connaître. J'étais sûre que votre mari dénicherait une petite femme dont chacun pût s'étonner et s'éprendre. Merci pour mon mari, mais ne m'adresserez-vous pas maintenant un compliment qui ne flatte que moi seul? Vous n'en avez que faire. Résignez-vous seulement à ne ressembler à personne. Comme chez Pagnol, on retrouve dans l'œuvre de Colette une alternance d'histoire de nature et d'histoire citadine. Et selon qu'elles se passent à la campagne ou en ville, ces histoires sont soit des hommages au passé, à l'enfance et à la nostalgie, soit au contraire des histoires d'ivresse éternellement prolongée, ivresse justement permise par le fameux progrès du siècle nouveau et ses métropoles modernes. En 1923, justement, Colette explore pour la première fois une nouvelle facette de son talent, celle de librettiste. Elle collabore alors avec Maurice Ravel, qui va mettre en musique le conte qu'elle vient d'écrire, L'enfant et les sortilèges. Ravel, qui mérite que l'on s'arrête un instant sur lui, car sa trajectoire s'inscrit dans une logique très similaire à celle des auteurs que nous venons d'évoquer. Plus encore que Debussy, Ravel a effectué une synthèse parfaite entre la tradition et la modernité, c'est-à-dire pour lui, qui est né en 1875, entre la tradition autrichienne et allemande, qui commence avec Bach, en passant par Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Brahms, et qui se prolonge jusqu'à Mahler, et d'autre part la naissance du jazz et du blues aux États-Unis, et celle de la musique atonale que nous évoquions plus haut. Ravel est un musicien formé très classiquement par Gabriel Fauré en personne, qui fut son professeur d'harmonie et de composition au Conservatoire de Paris. Il connaît à fond la tradition et le langage des grands maîtres, et il va même jusqu'à concourir au prix de Rome, qui représente à l'époque le summum de l'académisme. Mais quand il commence à publier de la musique, cette tradition qui a servi de base à son développement musical semble avoir épuisé ses ressources depuis les extravagances mélodiques et harmoniques de Wagner, et des compositeurs comme Debussy ont déjà tracé les contours d'un langage musical plus libre et moins soumis au canon de composition qu'il avait régi jusqu'alors. Dans cette situation, Ravel aura la même attitude que les auteurs que nous avons cités. De la tradition, il conservera les principes intemporels, puissance de la structure et fonctionnalité du langage. Quelque surprenantes que soient les sonorités que fait naître Ravel, elles reposent toujours sur une pensée logique et qui accepte les contraintes du langage musical tonal. Mais, à partir de là, il se donne comme tâche d'éviter toute forme identifiable stylistiquement, sans pour autant s'interdire les citations ou les emprunts, et parvient, à force d'un travail acharné, à créer un style entièrement nouveau, immédiatement reconnaissable, mais qui se rattache pourtant humblement à la tradition de la musique occidentale. Confronté au même problème, il est remarquable de constater que la solution transcende les disciplines et qu'un écrivain ou un compositeur apporte la même réponse à la même question, qu'elle se pose en musique ou en littérature. En 1923, Ravel compose les chansons Madécas, une de ses œuvres les plus expérimentales, dans laquelle il va utiliser le fameux langage atonal ou dodécaphonique qui a été inventé par Arnold Schoenberg, un compositeur autrichien qui a publié une première œuvre écrite dans ce style au début des années 1910. Pour résumer grossièrement, le dodécaphonisme consiste à faire se succéder les notes de manière à éviter tout ce qui pourrait sonner juste à l'oreille, c'est-à-dire ce qui est tonal, qui relève de la tonalité. C'est pourquoi on parle de musique atonale pour évoquer ce langage.
Mais si les compositions de Schoenberg restent jusqu'à aujourd'hui déconcertantes, voire pénibles, pour un auditeur non averti, les chansons madécasses de Ravel sont encore capables de conquérir notre cœur, malgré leur étrangeté. La raison de ce tour de force tient, encore une fois, à la volonté de Ravel de sertir la nouveauté dans l'écrin de la tradition. Plutôt que d'utiliser le dodécaphonisme librement, il fait le choix de plier ce langage nouveau aux exigences ancestrales de son art. Il fera d'ailleurs la même chose plus tard avec les éléments du blues et du jazz qu'il introduira dans sa musique. Pour revenir à la littérature, on peut encore citer pour la seule année 1923 Éluard, qui publie L'Amoureuse. Rilke, le poète allemand, alors en France, où il est venu pour rencontrer Rodin, et qui publie le poème L'élégie de Duino, l'une de ses plus belles œuvres. Paul Valéry, peut-être le dernier grand poète français, fait paraître L'âme de la danse. Jules Romain compose Knock, la pièce qui va le rendre célèbre. Une telle avalanche de noms aussi fameux donne le tournis, et même s'il est facile de constater le génie des gens des décennies après leur disparition, il faudrait un optimisme vraiment hors du commun pour imaginer que les écrivains d'aujourd'hui puissent parvenir à laisser une trace comparable dans notre histoire. Mais 1923, c'est aussi l'année où Hitler rédige Mein Kampf. Comme nous le disions en introduction, c'était une époque où les livres avaient le pouvoir de changer le monde, en bien ou en mal. Mais c'est, comme nous le disions en introduction, parce qu'aujourd'hui les histoires ne s'écrivent plus dans les livres. De plus, l'homme du XXIe siècle se préoccupe moins d'écrire des histoires que de se raconter sa propre histoire, celle qu'il écrit collectivement à l'échelle mondiale, en tant qu'espèce. Cette histoire-là s'écrit essentiellement à travers Internet et les différents portails d'expression qui s'y trouvent. Ce pourrait être un simple changement de moyen d'expression, comparable à celui qu'ont dû affronter les créateurs que nous avons cités. Mais il semble au contraire que ce nouveau récit se fasse au détriment de l'ancien et de celui qui le raconte. En diffractant le rôle d'écrivain jusqu'à faire de chaque individu un conteur potentiel, au moins de sa propre vie numérique, on perd de vue la raison d'être originelle de la littérature. Sélectionner, hiérarchiser, raffiner toujours davantage les informations qui méritent d'être conservées par-delà le temps d'une vie humaine, jusqu'à en atteindre la quintessence, celle qui mérite d'être racontée. Nous avons dit plus haut que si cette nouvelle manière de faire semble s'établir aux dépens de l'ancienne, c'est moins parce qu'elle s'y oppose que parce qu'elle en est le résultat. En effet, on peut noter qu'aucun des créateurs dont nous avons parlé n'a eu d'héritier. Aucun n'a suscité la naissance d'une nouvelle école ou d'un nouveau courant artistique. On peut concevoir à cela de nombreuses raisons, mais il en est une qui nous semble particulièrement importante. Tous ces auteurs avaient, en plus de leur qualité d'artisans longuement affûtés, un don prodigieux et rare, et leur œuvre est si puissante qu'elle peut avoir, pour celui qui se donne la tâche de lui faire succéder d'autres œuvres, quelque chose d'absolument terrifiant. Allez donc écrire du théâtre après Pagnol, ou de la musique après Ravel, c'est un défi immense, et les artistes qui leur ont succédé ont dû trouver terriblement tentant de retenir l'aspect facile, efficace, et d'oublier, volontairement ou non, l'aspect traditionnel que leurs prédécesseurs mettaient un point d'honneur à respecter. Car, pour résumer, c'est cela qu'ont fait Guitry, Cocteau, Pagnol, Ravel et Colette. Ils ont insufflé de l'efficacité à la culture classique, la rendant ainsi à nouveau contemporaine. Mais ce faisant, ils ont peut-être ouvert une boîte de Pandore, de laquelle on finit par sortir les ribambelles de navets qu'on nous impose aujourd'hui, au nom justement de cette fameuse efficacité. Pourtant, comme nous avons essayé de le montrer, on peut être parfaitement original, sans pour autant renier la tradition et sans remettre en cause les lois éternelles de l'art. Car il importe de se souvenir qu'être original, cela veut bien dire, avant tout, remonter à l'origine.